Alors Paul, ça va être dur, 10 minutes, pas plus, toujours pareil pour la même raison, puisque Guillaume va repartir dans la capitale des Francs. À Lutas. Bien, donc, bonjour à tous. Alors nous vivons une époque formidable en ce moment, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais une époque de ce que les marxistes autrefois appelaient les contradictions fécondantes. Donc contradictions fécondantes parce qu'effectivement quand on a des patrons, des agriculteurs, des ouvriers qui sont capables de se mettre à un moment donné à faire une manifestation pour réclamer, décider d'avoir un avenir commun qui n'est pas forcément les mêmes pour les uns et pour les autres d'ailleurs, mais peu importe, et qui nous disent que finalement ils veulent un avenir, je pense que c'est une grande chance. C'est une grande chance parce que beaucoup de régions n'ont pas cette chance-là. Donc, et effectivement, ça tient à quoi? Ça tient à notre histoire, ça tient à pas mal de choses. Ça tient effectivement à ce que j'ai entendu ce matin, c'est que les Bretons forment un peuple, mais que souvent ils ne le savent pas et qu'ils ne l'expriment pas politiquement. C'est bien ça leur problème. Parce que quand on parlait de la Corse, quand il y a 25% des gens qui votent pour des nationalistes en Corse, dont la plupart d'ailleurs sont des gens fort pacifiques que l'on connaît très bien à la RPS, eh bien, le rapport de force n'est pas le même. Donc la politique, c'est un rapport de force. Il ne faut pas l'oublier. J'ai fait des études agricoles, mais après j'ai refait des études universitaires et j'ai fait histoire. Et j'ai aussi fait géographie. Et je sais aussi que la géographie, ça peut être conçu comme un rapport de force, non plus dans le temps, comme histoire, mais dans l'espace. Et que ce rapport de force, il est évident à l'œuvre aussi, et il est à l'œuvre évidemment dans la façon dont nous allons organiser notre territoire. Alors ce territoire, je dirais, parce qu'on a effectivement, on a parlé d'Annecy, la redistribution, etc., c'est un modèle, c'est pas forcément celui qu'on attend. Alors c'est pas celui qu'on attend, parce qu'il va falloir effectivement de plus en plus se tourner vers nous, c'est-à-dire que la plupart du temps, on sait très bien où est le pouvoir, enfin les Bretons sont souvent, pensent en premier lieu l'égalité. Et après ils se tournent vers Paris en disant, il nous faut telle chose ou telle autre. Bon, c'est le modèle classique jusqu'à maintenant, on le voit bien d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'une bonne partie du pouvoir est à Paris, une partie de l'argent également, mais ce ne sera pas la seule solution. L'égalité, on a vu ce matin que cette égalité elle était quand même à géométrie variable, ne serait-ce que dans les dotations globales qui sont données aux régions. Donc il ne faut pas vous leurrer, il y a bien effectivement des rapports de force, y compris dans l'espace. Le modèle centralisateur, il est de moins en moins efficient. Parce qu'on arrive à une société qui est de plus en plus complexe, une société qui est de plus en plus judiciaire, et donc on arrive tout simplement dans lequel la parole politique et la parole de l'État est très remise en cause. Et là, on a un système où finalement ça descend d'en bas, ça part d'en haut, ça descend, et puis on s'aperçoit à la base que ça ne marche pas, donc il faut remonter tous les 5 minutes, et quand on remonte, ça prend du temps. Ça prend du temps. Si je prends par exemple un certain nombre de questions sur les ICPE, par exemple, les installations classées protection de l'environnement, la première chose à faire, c'est déjà, il faut s'apercevoir du problème localement. Une fois que localement le problème est dans les têtes et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Après, il faut que ça remonte à Paris, que Paris prenne la mesure du problème, nous propose quelque chose, voire remonte à l'Europe et qu'après ça redescende. Donc là, forcément, c'est un système où on perd énormément de temps. Un autre petit exemple, à un moment donné, il y a eu dans ma circonscription une petite échauffourée entre les salariés de l'Empole qui venaient bloquer l'abattoir de Josselin. Ça a duré 2 jours. Ils sont un tout petit peu tapés dessus pendant 5 minutes, à peu près. C'est tout ce qu'on a vu à la télé d'ailleurs. On croyait que Josselin était à feu et à sang. C'est un petit peu plus compliqué dans la réalité. Et c'est le cabinet de Garot, ministre de l'Agroalimentaire, qui pendant 2 jours a réglé le problème et a suivi, j'allais dire minute par minute, ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le rôle du ministre? Est-ce que c'est le rôle de son cabinet? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé à quelque chose aujourd'hui où, effectivement, il nous faut décentraliser une partie du pouvoir. Ça me semble une évidence, et je pense évidemment au pouvoir réglementaire. Alors c'était une petite introduction, mais qui me semblait intéressante pour resituer un peu le débat, et resituer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'on ne revivra pas de moments comme celui-là pendant un certain temps. C'est comparable à ce qui s'était passé dans les années 60. Je me souviens, parce que là, certains pleurent en disant que c'est violent et tout. Les manifestations des années 60 à Redon ou à Quimper, je vous prie de croire, mon père y était à Redon, je peux croire que c'était pas tendre non plus. Donc, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte.
Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater cette marche-là. Elle ne se représentera pas avant un certain temps. Alors si je prends... le problème, c'est que moi je suis rapporteur dans le groupe écologiste sur cette loi. Donc effectivement, avec Gaël qui est ici, hein, mon assistant, on a suivi pas à pas, et on a été dans les bien sûr dans la commission des lois, puisque ça passe dans la commission, et puis ensuite dans l'hémicycle. Donc on a pu, si vous voulez, voir un certain nombre de problèmes. Alors, qu'est-ce que je vois ? La philosophie du texte, on en a parlé, Anne-Marie en a parlé. Si la métropole, c'est une locomotive qui marche en automoteur et qui marche toute seule, sans tirer les wagons qui sont derrière, c'est-à-dire les territoires ruraux, et qu'il n'y a pas d'aménagement du territoire, on ne veut pas de ce genre de métropole, que les choses soient claires. On rajoute, dans le millefeuille qu'on a, entre les communautés d'agglo, les EPCI, etc., on rajoute donc une couche. Bon, question simplification, c'est un peu raté. Au lieu de partir de la région, donc de faire celui qui va être le deuxième texte, on peut le placer en premier, ce qui nous aurait permis d'y voir clair, de voir si la métropole était un obstacle à l'aménagement du territoire ou pas. On ne peut pas le savoir, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans les régions. Donc le but qu'on a eu, nous, c'était de sécuriser au maximum l'échelon régional. Et on n'a pas pu s'opposer franchement aux métropoles parce que même à l'intérieur de l'ELV, les choses ne sont pas très claires. Quand on a des élus qui pourraient être dans une métropole, donc d'une grande ville, en général, ils sont pour, et tous les élus régionaux, ils sont contre. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une ligne à un moment donné. Donc, et bon, moi je ne suis pas tout seul hein, dans le groupe, on est quand même 17, donc je ne peux pas non plus décider tout seul en tapant des points sur la table en disant bon maintenant ce sera comme ça. C'était bon autrefois, mais c'est terminé ce genre de choses. Donc, enfin en tout cas pour moi. Alors, c'était pas le bon timing. Pas de barrage, la sécurisation de la région. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a des choses qui ont été enlevées au Sénat, mais je pense qu'en revenant dans la commission des lois, on dirait que ça a déjà été voté par l'Assemblée. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se remettre. Alors il y a bien sûr le problème des langues régionales. Il me semble qu'il faut donner cette compétence-là à la région. C'est l'échelon qui me paraît le plus à même de régler un certain nombre de problèmes, y compris dans les régions où il y a plusieurs langues régionales. Je pense à l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, etc. La délégation de l'État. On a un drôle de problème avec l'expérimentation. Parce qu'ils ont été mettre un truc pas mal dans la Constitution. On peut faire de l'expérimentation, oui, mais au bout de 5 ans, on est obligé de généraliser à tout le monde. Donc, si vous n'aimez pas les carottes, c'est dommage pour vous, parce que vous serez quand même obligé d'en manger. Donc, c'est le problème. Une région ne demande pas telle ou telle compétence. Eh bien, s'il y a généralisation, on lui colle cette compétence. Alors, ça, évidemment, on ne tient pas compte des spécificités des régions, puisque moi, je ne sais pas, enfin, je suppose que la politique de la mer, voilà, je pensais au littoral, forcément, en Franche-Comté, je ne sais pas si c'est tout à fait pertinent. Enfin bon, ça fait partie des paradoxes. Donc on ne peut plus prendre ce qui aurait pu être ce qu'on appelle un vecteur législatif. Donc on est obligé de trouver autre chose, et donc c'est les fameuses délégations de compétences. Alors on avait fait en première lecture une délégation de compétences avec un certain nombre de listes, parce qu'on dit, si, alors dans ces cas-là on met notamment, parce que si on met notamment ça veut dire qu'il peut y avoir autre chose, mais on met ça quand même, parce que si on ne le met pas clairement, il y aura évidemment une région qui demandera, et puis l'État dira, répondra pas, j'ai pas envie, bref. Je vous rappelle quand même que la région de Bretagne a demandé la culture, a demandé les langues, et a demandé l'eau, et qu'on lui a jamais répondu. Donc c'est simplement une question en mettant ça directement, au moins ça obligera l'État à répondre. Et bon, évidemment, la région garde l'aménagement des territoires, l'intermodalité au niveau du transport. Donc ce qu'on aurait aimé, évidemment, mais qu'on n'a pas eu, c'est que les schémas régionaux soient prescriptifs au moins dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que les schémas des métropoles ne sont pas des schémas qui sont faits par la métropole et qu'après la région doit prendre en compte, mais l'inverse. La région fait des schémas et les métropoles s'inscrivent dedans. Donc ils font des schémas qui sont conformes. Éventuellement que l'on ait évidemment des discussions, ça paraît évident, mais ça me paraît être la bonne façon de faire si on veut que les métropoles soient véritablement moteurs pour l'ensemble des territoires et pas simplement pour leur territoire. Parce qu'elles ont des rôles à jouer. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais dans l'innovation, évidemment, la recherche, elles sont des pôles structurants également. Je pense au social avec
les hôpitaux, etc., enfin l'enseignement supérieur, effectivement. Donc c'est pas, si vous voulez, on ne barre pas les métropoles, mais l'idée c'est, à partir du moment où on donne des pouvoirs aux régions, et en particulier les schémas prescriptifs, ça fait qu'effectivement les métropoles peuvent servir à toute la région. Si on les laisse toutes seules, ça ne sert pas à grand-chose. Or, les schémas prescriptifs, on ne les a pas, le pouvoir réglementaire, on ne l'a pas non plus. Donc il y avait quelque chose qu'on avait négocié avec le groupe, c'était l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel de la moitié à partir de 2020. Bon, ça, je veux dire, tout le monde ne peut qu'être d'accord avec ça, c'est une question de démocratie, on ne voit pas comment les EPCI, d'ailleurs tous les EPCI qui gèrent autant d'argent et qui sont en fait des délégations des communes. C'est quand même un peu bizarre, enfin, vous me direz, c'est comme le Sénat, enfin je ne suis pas un fan des grands électeurs. On a effectivement récupéré Brest par la Manche. Alors il y avait un certain amendement qu'on avait posé, il y avait Christian qui avait proposé quelque chose aussi. C'est un amendement PS en fait qui a été déposé par Nathalie Appéré. On entendra sans doute parler de ce député bientôt, peut-être. Donc c'est intéressant pour la Bretagne quelque part parce qu'effectivement Rennes doit bien être une métropole qui tire vers le haut et qui ne tire pas que pour les Ille-et-Vilaine, voire que pour sa communauté. On avait un amendement, elle avait posé un amendement parce que le problème c'est que quand on veut refaire les régions ou les départements, c'est un petit peu compliqué. Donc nous on a la particularité d'extraire un département de sa région pour le mettre dans une autre région. Ce n'est pas deux départements qui fusionnent ensemble. Alors on avait fait un certain nombre d'amendements pour ça qui sont tombés parce que l'amendement Guémard avait été, si vous voulez, voté. D'ailleurs cet amendement a été recalé au Sénat, donc on verra comment on peut le remettre. Parce que comme il a été, si vous voulez, voté, après tous les amendements que j'avais proposés tombent. Donc dans ce cas-là, il faudra le reprendre et faire un sous-amendement. Oui, je sais, c'est de la technique, c'est de la tambouille parlementaire, mais c'est comme ça que ça marche aussi. Donc là, on a vu avec Bretagne Réunie. Je pense d'ailleurs que nous aurons quelques soutiens là-dessus, dont l'un des moindres ne sera pas celui du président de la commission des lois lui-même, Jean-Jacques Urvoas, mais je pense qu'on aura un tir de barrage de la part de l'UMP et du Parti Socialiste. Compliqué, mais bon, c'est jamais. Hein. Les combats qui ne sont pas menés sont toujours perdus, c'est ça qu'il faut se dire. Donc les pôles territoriales avec les pays seront également remis dedans, et bon, bref, vous voyez, il y a un certain nombre d'avantages. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que ça me satisfait. Vous l'avez bien compris, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une véritable régionalisation. Et une régionalisation qui soit différenciée. Parce qu'on ne voit pas pourquoi tout le monde serait obligé de manger la même tambouille. Et ça me paraît primordial, parce que ça nous permet d'être directement sur le terrain et de s'adapter au terrain. Si on ne s'adapte pas au terrain, on ne peut pas être efficace. Moi, comme j'ai fait quelques études agricoles aussi, puis j'ai été un peu agriculteur avant, l'agriculture, quand on en parle, c'est bien, mais quand on va voir les choses dans le détail, c'est encore mieux. Et ça permet effectivement d'avoir des choses très claires. Donc, sur quoi on va se battre? Bien évidemment, sur ces capacités normatives, sur ces schémas prescriptifs, sur la fusion de la Loire-Atlantique, mais, et c'est là où finalement, dans la stratégie qui va être nécessaire d'employer, je ne suis pas certain du tout qu'au niveau du Parlement, on arrive à imposer cela. Enfin, à imposer, ou au moins à convaincre, parce qu'imposer, convaincre, si on était 80 députés de PS avec une dizaine de Bretons, ce serait plus simple. Enfin bon, là, il ne faut pas trop rêver, je suis le seul en fait, donc on peut convaincre sur certaines choses. Parce que, il ne faut pas croire, il y a des collègues qui sont quand même relativement ouverts. L'idée de la suppression du département, il y a pas mal de collègues, y compris du Parti Socialiste, qui estiment que c'est peut-être pas une proposition si idiote que ça. Donc dans les têtes, ça avance, si vous voulez, ça avance un peu moins au niveau de la structure d'État. Ça c'est vrai, on a un blocage à ce niveau-là. Et un certain nombre de députés voient bien que la structure administrative que nous avons n'est pas efficiente. Donc, stratégie, nous, on peut effectivement transformer l'essai là-haut, mais à condition d'avoir une forte pression en bas, c'est-à-dire en Bretagne. Et cette forte pression, elle doit être à la fois populaire, mais elle doit aussi être de la part de l'institution de la région Bretagne. C'est-à-dire que si la région Bretagne ne demande rien, là-dessus, on ne l'aura pas. Hein, c'est toujours un va-et-vient. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si on gagne, c'est parce qu'il y a une synergie et que c'est un travail d'équipe.
peut-être qu'on vous a fait croire à un moment donné qu'il y avait des hommes providentiels comme ça, qui pouvaient, grâce à leur charisme et à leur intelligence, à leur force, tout changer. Mais si on vous a dit ça, c'est que vous n'avez pas bien regardé, parce qu'ils avaient toujours des gens qui leur donnaient un coup de main à droite ou à gauche. Forcément. Voire de deux côtés. Donc là, c'est bien une synergie qu'il nous faut mettre en place. Et vous voyez bien un Cerbère à trois têtes, si je puis dire, une pression populaire, quelque chose qui vient de la région de Bretagne et qui soit relayé après par les députés et les sénateurs qui le veulent bien au niveau de la Bretagne, et il y a certains qui le voudront bien. Donc voilà, et le pacte d'avenir, à ce moment-là, ce sera vraiment un avenir. Je vous remercie. Merci Paul, et puis bon, je crois qu'il faut les féliciter tous parce que, vous avez vu, ce matin j'ai dit je serai très strict, très dur, mais bon, ils font quand même un exercice difficile et ils apportent quand même des points de vue différents, contrastés.